Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ose, le podcast qui te permettra d'oser entreprendre. Aujourd'hui, je vais démarrer un podcast solo très spécial car pour la première fois, je vais répondre à vos questions que vous m'avez adressées ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Alors merci à Élise, Stan et Corinne notamment pour vos premières questions pour ce premier épisode. Alors, on va parler du coup de comment faire face à nos frustrations vis-à-vis de l'argent, du fichu syndrome de fucking l'imposteur, des actions à réaliser en premier pour développer un business, de vision globale, bref, tout un planning. Et avant de démarrer ce podcast solo, je vais me présenter quand même en quelques mots pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Mélanie, multi-entrepreneur passionnée et multi-investisseuse dans l'immobilier. Je suis la co-dirigeante de 3 sociétés commerciales. 1. Le centre de formation OzenUp qui accompagne les entrepreneurs à oser créer et booster leur business. 2. La communauté Investir comme elle qui aide les femmes à réaliser des investissements immobiliers rentables pour se créer des revenus complémentaires. Et 3. La petite dernière, le Réseau Soleil, c'est un club d'affaires et d'intelligence collective présent dans actuellement 3 villes, Trévoux, Villefranche et Lyon-Ouest. Petite parenthèse refermée sur ma mini présentation. Dans ces épisodes du podcast Ose, tu trouveras 2 types d'épisodes, des épisodes inspirationnels avec des interviews d'entrepreneurs et des épisodes solo où je te partagerai des tips concrets pour t'aider à développer ton business en partant de zéro. Petite minute actu du jour avant de démarrer cet épisode, j'ai décidé, là, à la rentrée des classes, on est bientôt en septembre, à l'heure où je tourne ce podcast, nous sommes fin août, j'ai décidé de me lancer un défi sur le podcast Ose et je l'ai appelé le défi 20. Le défi 20, pourquoi ? Parce que j'adore interviewer des entrepreneurs inspirants, c'est vraiment une de mes passions. Je dis souvent, et pour rigoler, mais pas trop pour rigoler, que si je pouvais faire que ça, d'interviewer des entrepreneurs inspirants, je serais merveilleusement heureuse. Et en tout cas, cette année, là maintenant, on va dire sur un an glissant, sur les 12 prochains mois, je me suis challengée et je me suis dit, ok, je vais interviewer 20 entrepreneurs en local ou pas d'ailleurs. Et donc, ça sera mon petit défi perso, 20 interviews que vous pourrez retrouver bien sûr sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur YouTube, sur la chaîne OzenUp. Voilà. Bon, petite parenthèse refermée. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de ce podcast que j'ai préparé de la manière suivante. J'ai sondé l'ensemble des questions que je me suis mis sur une note et je les ai notées. Je vais vous les lire, bien sûr, ces questions, et je vais y répondre de manière totalement spontanée. Puisque, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à préparer 10 ans les choses. J'aime bien quand c'est très spontané, quand c'est authentique. C'est là où j'ai l'impression je suis la plus percutante, on va dire. Après, je dis pas, attention, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de rien préparer dans votre business, sinon on est cuit de chez cuit. C'est juste que là, pour cette typologie de contenu, j'aime bien le faire comme ça. Donc, c'est un test, c'est une grande première et j'ai hâte de partager ça avec vous. Donc, question 1, Élise qui me dit sur Instagram, comment gères-tu les frustrations dans le business ? Alors, Élise, sache que les frustrations, si tu es quelqu'un, en tout cas, qui a ce trait de personnalité, ou du moins des frustrations qui arrivent souvent, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Disons que moi, j'ai arrêté de les refuser, de me dire « Ah, là, je suis frustrée, c'est la merde, je suis nulle, etc. etc. » Maintenant, je me dis « Ok, je laisse venir la frustration et je l'analyse et j'apprends à la manager. » Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Est-ce qu'on n'aurait pas peut-être un exemple pour illustrer ces frustrations ? Alors, moi, je suis une impatiente née, Élise, donc peut-être comme toi, j'aime quand tout va vite, quand les résultats arrivent vite, sauf que dans la vraie vie d'entrepreneur, les résultats n'arrivent jamais en un claquement de doigts, et malgré tout ce qu'on peut vous vendre, même parfois les premières ventes n'arrivent pas en un claquement de doigts, ça demande plusieurs mois de travail, et parfois même plusieurs années pour certaines typologies d'entreprises, comme ceux qui vont lancer par exemple des prototypes, où il faut les tester pendant des années.
J'ai rencontré un entrepreneur avec des amis à Clermont-Ferrand, ça faisait 5 ans qu'il travaillait sur son prototype de vélo et il avait vendu encore aucun exemplaire. Donc t'imagines le niveau de frustration qu'il devait avoir, et en réalité, après l'avoir rencontré, je me suis rendu compte qu'il n'était pas si frustré que ça, puisque lui, sa véritable passion, c'était un profil d'ingénieur, de développer son produit et de travailler des heures et des heures sur son produit, sans vouloir le vendre expressément. Bref. Du coup, ce que je voulais te dire, Élise, c'est que la frustration, en fait, elle vient et on apprend à l'analyser et on se dit, ok, pourquoi je suis frustrée là ? Qu'est-ce qui me saoule ? Qu'est-ce qui me saoule ? Est-ce que ça va pas assez vite ? Est-ce que j'ai pas assez de résultats ? Est-ce que je suis pas assez entourée ? Est-ce que je sais pas, je me compare et c'est ça qui me génère de la frustration ? En fait, c'est d'arriver à mettre le doigt sur pourquoi on est frustré et la raison pour laquelle on est frustré. Et une fois qu'on a trouvé cette raison qui nous génère cette frustration, là, on peut travailler dessus et uniquement là, on peut travailler dessus. Donc déjà, il y a ce premier travail d'analyse, je dirais, de « ok, pourquoi on est frustré ?» Ensuite, une fois qu'on tient le pourquoi on est frustré, la raison qui nous génère cette sensation qui est peu agréable, ça c'est certain, eh bien on se dit « ok, qu'est-ce qu'on en fait ?» Et surtout, est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas ? Donc moi, quand j'ai une frustration qui m'arrive, par exemple là dans le business, j'ai lancé beaucoup de nouveaux projets et je trouve que ça va pas assez vite. J'ai pas encore les résultats escomptés sur la plupart des entreprises que j'ai lancées et du coup, je suis frustrée. Donc ça va pas assez vite. Donc le pourquoi, la raison, c'est la vitesse de développement. Et finalement, la prise de recul que je vais faire là-dessus, c'est de me dire, ok, est-ce que les actions que je fais au quotidien, ça vient contribuer finalement au développement de ces business ou est-ce que vraiment je suis à côté de la plaque ? En fait, c'est le dézoom qui m'aide à travailler sur mes frustrations. Donc pour faire le dézoom, si tu n'y arrives pas seul, eh bien on peut bien sûr se faire accompagner, en parler à des potes entrepreneurs, des amis entrepreneurs, de se dire bah voilà, j'ai cette problématique, c'est une frustration qui revient systématiquement, comment je fais pour la travailler ? Donc ça va pas assez vite, le développement, je reprends cet exemple, le développement de mes entreprises, donc si je prends par exemple OzenUp, et ben là on a passé beaucoup de temps, on a passé 6 mois à travailler sur le projet, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va commercialiser, comment on va le faire, tous les process qu'il faut créer derrière, puisqu'on démarre une boîte de zéro, on a fait un recrutement d'équipe, bref, on a fait beaucoup de choses. Seulement, à un moment donné, le nerf de la guerre, c'est la vente. Dans tout business, c'est la vente. Donc, on se recentre et on se dit, ok, en fait, je suis frustrée parce que peut-être je ne commercialise pas assez d'accompagnement. Et bien, du coup, dézoom, qu'est-ce que je fais comme action commerciale pour pouvoir finalement accélérer la commercialisation. Et si dans mon agenda au quotidien, eh bien il y a 0 action qui sont tournées vers cet objectif, eh ben c'est tout à fait normal que ma frustration soit grandissante, puisqu'en fait les résultats je ne pourrais pas les avoir si je ne mets pas en action eh bien le développement commercial. Voilà, en premier lieu. Ça c'est un exemple, et après t'en as plein d'autres. Une de mes frustrations, Élise, que je peux te partager aussi, c'était celle sur Investir comme elle, sur cette société qui existe maintenant depuis 4 ans, c'était de ne pas développer une idée systématiquement, immédiatement, une fois que j'avais l'idée. Et du coup, là, ça me générait une frustration énorme. Et moi, je travaille avec une associée, Corinne, qui est plutôt patiente comme personne et qui est plutôt très analytique, pas prise de risque. Enfin voilà, elle aime pas prendre des risques, etc. Alors que moi, je suis plutôt, on va dire, tête brûlée. J'aime bien quand on a un projet, une idée, boum, on la met sur la table, on y va, on développe et après, on voit si ça marche ou pas. Seulement, en fait, quand tu développes une entreprise, eh ben, t'as des équipes, t'as des process, t'as une communication, un plan d'action clair, une stratégie. Et en fait, à chaque fois que cette nouvelle idée que j'avais envie de développer systématiquement, immédiatement, n'était pas développée, ça me générait une frustration. J'avais l'impression d'être nulle, de pas aller assez vite. Ça venait de cultiver ce truc ça avance pas, quoi. Voilà. Sauf qu'en fait, en réalité, et là ça m'a demandé une prise de recul énorme, c'est que cette attitude me faisait reculer. Et aujourd'hui je m'en rends bien compte, puisque le fait d'avoir implémenté des nouvelles idées systématiquement, ça m'a ralenti en fait dans le développement. C'est presque contre-intuitif de dire ça, mais c'est une réalité parce qu'en fait, dans le business, il vaut mieux répéter ce qui fonctionne,
et de temps en temps, une fois par trimestre, peut-être implémenter des nouvelles idées. En tout cas, c'est le process qu'on a décidé de mettre en place avec Corinne. Maintenant, quand il y a une nouvelle idée, donc systématiquement elle émane de ma part, eh bien cette idée, on ne l'implémente pas immédiatement dans la semaine qui suit. Non, on la prend, on la classe et on se dit, est-ce que le trimestre prochain, on la développe ou pas ? Voilà. Donc ça, c'est une astuce qui te permet en fait de garder, de tenir sur la longueur et de gérer tes frustrations. Mais par contre, il faut vraiment poser le doigt sur aujourd'hui, qu'est-ce qui te frustre et pourquoi tu ressens ça à chaque fois. Après, la frustration, on voit ça comme quelque chose de négatif, mais c'est aussi un moteur. Aujourd'hui, moi, quand il y a une frustration qui arrive, c'est que je me dis, ok, en fait, je n'ai pas encore atteint l'objectif que je souhaite atteindre. Réellement, c'est ça, en fait, qui me génère la frustration. Et du coup, je me dis, à chaque fois, est-ce que ce que je suis en train de faire au quotidien, ça vient me permettre d'avancer sur ces objectifs, tu vois ? Et si la réponse est oui, dans ce cas, la frustration est justifiée et je m'en sers de moteur. Et si la réponse est non, ça dégage, quoi. Il y a un moment donné, je veux dire, tu peux pas avoir les résultats escomptés si tu travailles pas dessus. Voilà, Élise, quelques éléments de réflexion que je peux te donner aujourd'hui sur cette frustration qu'on ressent tous en tant qu'entrepreneur, de par notre vitesse de croissance, ou bien notre vitesse d'implémentation, ou bien la croissance des équipes. Bref, il y a plein d'exemples qui peuvent nous générer de la frustration, et évidemment, il faut apprendre à la manager, puisqu'on va pas la supprimer, on va juste la recevoir et l'analyser et la manager. Voilà. J'en ai terminé pour cette première réponse, Élise. J'ai vu que tu avais une deuxième question, je t'y répondrai juste après, en troisième temps, puisqu'il y a une deuxième question qui m'a été posée sur les réseaux sociaux, qui est un peu personnelle, sur mon développement, non pas entrepreneurial, mais mon développement immobilier. J'ai Stan qui m'a dit bon Mel, c'est quand Papa Immeuble ? Alors oui, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'ai investi beaucoup dans l'immobilier ces dernières années, et du coup j'avais des projets que j'ai appelés le bébé immeuble, qui était le plus petit immeuble de la rue. C'est pour ça que je l'ai appelé bébé immeuble. Évidemment, c'est pas un mot que vous retrouverez dans le dictionnaire immobilier et ni dans le dictionnaire Larousse. Du coup, j'ai décidé de chercher Maman Immeuble, que j'ai trouvé et que j'exploite aujourd'hui depuis 1 an en location courte durée. Ça s'appelle la Maison Choupe, qui est un ensemble de 5 lots que j'exploite en location courte durée, et qui est génial. Et du coup, Stan, à juste titre, me dit bon, quand est-ce que t'enchaînes sur Papa Immeuble ? Alors, je suis très pressée d'enchaîner sur ce projet. Maintenant, je suis pas sûre de pouvoir enchaîner là tout de suite sur cette fin d'année, parce que j'ai des gros projets entrepreneuriaux à faire avancer. Je mets mon focus là sur cette fin d'année sur le développement entrepreneurial, et par contre, je vais certainement commencer à chercher ce projet sur cette fin d'année pour pouvoir le développer en 2026. En fait, en transparence sur mon développement immobilier, on arrive à une première fracture, ou du moins une première difficulté. De toute façon, il y en a toujours dans l'entrepreneuriat et dans l'immobilier. En fait, t'avances, t'as une première difficulté, boum, tu trouves une solution, tu passes à la difficulté d'après. Et en fait, plus t'avances, plus tes difficultés sont nouvelles et grandissantes. Là, aujourd'hui, moi, j'ai un patrimoine d'environ 2 millions d'euros brut, qui appartient bien sûr en grande partie à la banque. Et j'ai bien sûr l'ambition de continuer mon développement. J'ai en tête de développer 6 millions de patrimoine. Alors certaines personnes me diront pourquoi faire. Je me dis pourquoi ne pas se fixer d'objectifs. J'aime bien avancer comme ça, j'avance aussi à la carotte et un peu au bâton de temps en temps. Et du coup, j'ai cet objectif, et forcément, ça va me demander d'investir chaque année dans 1 ou 2 projets immobiliers. Donc c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et ça va pas s'arrêter. Maintenant, cette difficulté que je rencontre en ce moment, c'est que j'ai des revenus immobiliers qui sont plus grands que mes revenus entrepreneuriaux. Alors en soi, tu te dis, bon, c'est quoi le problème ? En fait, le problème, c'est au niveau des banques, ça commence à coincer, puisque les banques, en général, les revenus immobiliers ne sont pas pris en compte. En tout cas, ils préfèrent les revenus autres et pas que immobiliers. Et il faut un espèce d'équilibre dans la balance entre tes revenus immobiliers et tes revenus entrepreneuriaux.
Et aujourd'hui, moi, j'ai des entreprises qui sont très jeunes, je me rémunère très très peu avec ces boîtes, d'ailleurs pas du tout à mon goût, pas assez à mon goût. Et j'ai fait le choix, en fait, c'est ce que j'expliquais dans un post qui s'intitulait, un carrousel qui s'intitulait 1200 € sur Instagram. J'ai fait le choix de très peu me rémunérer pour réinvestir tout ce que je gagnais dans mes projets entrepreneuriaux. Donc c'est un choix, c'est une stratégie entrepreneuriale qui est soit félicitée, encouragée, soit décriée, ça dépend des profils. En tout cas, toujours est-il que je suis en phase de développement de ces projets qui sont très très jeunes. Ma boîte la plus ancienne a 4 ans, donc autant vous dire que c'est très jeune. Ozen Up a 6 mois et le Réseau Soleil a 1 an. Voilà. Donc vous doutez bien que c'est des sociétés sur lesquelles il est difficile de se rémunérer grassement. En tout cas, c'est pas du tout ce qu'on a fait. Et du coup, mon focus est maintenant sur le développement entrepreneurial pour pouvoir poursuivre en fait l'investissement immobilier, puisque aujourd'hui je dois, si je souhaite continuer les projets immobiliers, m'associer à des personnes qui ont des situations plus sexy en fait que la mienne, puisque moi je suis jeune entrepreneur avec des jeunes sociétés et qui se rémunèrent très peu, donc c'est pas le profil le plus sexy, comme un profil, je sais pas, qui pourrait gagner 5, 10K par mois avec un cadre supérieur ou même des fonctionnaires. Voilà, mon profil n'est pas si sexy que ça, donc j'utilise le levier de l'association qui fonctionne très très bien. Mais en tout cas, à court terme, Stan, du coup, pour répondre à ta question, je vais chercher le projet de Papa Immeuble sur cette fin d'année 2025 et plutôt pour le réaliser en 2026 en association. Et après, je me focus sur le développement entrepreneurial sur cette fin d'année, puisque ça va passer vite, il reste 4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà Stan pour la réponse à ta question. Et ensuite, je passe à la question 3. Il me restera 2 questions à traiter sur ce podcast. Alors, Élise, qui m'a posé une question, alors là, c'est pas des plus simples. Comment cultiver sa patience, mémé ? Toi qui es si patiente, quelle est ta recette miracle ? Eh bien, j'ai le plaisir, Élise, de te dire, et tu le sais déjà, que la patience est un de mes plus gros défauts, et aussi un grand moteur, ou plutôt mon impatience est un moteur aussi. Et en fait, si tu veux, ce qui me permet de tenir dans la durée et de faire face à cette impatience, c'est à chaque fois de dézoomer et de me rendre compte de tout ce que j'ai déjà accompli jusqu'à maintenant. Donc moi, j'utilise un outil que je recommande à tous mes membres, que ce soit dans Comel ou dans Ozen Up, c'est la Mind Map, qui est un outil qui permet de décomposer les grands objectifs en plus petits objectifs à horizon 1 an, 3 ans, 5 ans. Et je sais qu'une fois par trimestre, je regarde cette mind map et je me dis, ok Mel, est-ce que t'as avancé ou pas ? Et à chaque fois que j'ai avancé, je me dis, en fait, doucement, tranquille, t'inquiète, ça avance, tu vois. Maintenant, je ne suis pas Bouddha et je ne suis pas sûre d'arriver un jour à atteindre la patience de Bouddha, parce que c'est aussi un trait de caractère. J'ai un ami, Patrick, si tu passes par là, qui est d'une patience extrême que j'admire beaucoup. Mais en fait, ça fait partie de sa personnalité. Lui, il aime bien, comme on dit en Tanzanie ou à Zanzibar plutôt, c'est polé, tranquille et mille. Il aime bien quand sa vie est tranquille. Et donc du coup, forcément, toutes ses actions sont tournées vers le 20-80. Donc il ne fait que le 20-80. Donc il n'y a pas d'actions qui lui font perdre du temps. Et il ne se met pas dans des nouveaux projets qui lui grignoteraient du temps et de l'énergie. Donc il est marchand de biens, ce cher Patrick. Et voilà, bon, c'est sa manière de vivre. En tout cas, c'est pas la mienne. Moi, j'aime bien vivre dans l'abondance de projets. C'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je tire mon énergie. J'ai fait 1 milliard de tests de personnalité, donc je sais que je fonctionne comme ça. Donc Élise, encore une fois, c'est une analyse de soi, de connaissance de soi en premier lieu, et ensuite cultiver sa patience. Eh bien, ça demande de l'analyse pour comprendre pourquoi là tu ressens de l'impatience, pourquoi tu penses que ça ne va pas assez vite, et surtout, est-ce que tu avances ? Il y a un entrepreneur un jour qui m'a dit « Mel,
En fait, en gros, tu penses que soit tu avances, soit tu n'avances pas. Et en réalité, en fait, c'est comme si tu disais, mon projet, j'attends qu'il soit réalisé à 0% ou à 100%. En fait, il n'y a pas d'entre-deux. Mais c'est une connerie, en fait, de penser ça, parce que ton projet, il avance à un certain pourcentage. On appelle ça donc les pourcentages d'avancement de projet, même dans les plus grosses boîtes. En fait, on te dit, par exemple, tu as 6 mois devant toi pour réaliser 100% de ton projet. Et bien, quand tu arriveras à 3 mois, tu seras à 50% d'avancement de ton projet, tu vois. Donc, c'est de se dire, en fait, la patience, elle se cultive comme ça aussi, en mesurant ton pourcentage d'avancement sur ton projet. Donc si Élise, aujourd'hui, tu me dis, voilà, j'ai envie de quitter mon job en 2027, eh bien, il faut découper ce grand objectif en plus petits objectifs et te dire, ok, à mi-année, est-ce que tu as remplacé une partie de ton salaire qui te permettrait d'arriver à cet objectif, par exemple, tu vois? Donc toujours découper, même la patience se découpe, s'analyse et se découpe pour pouvoir prendre du recul. Et quand tu n'y arrives pas, tu demandes à quelqu'un qui est en capacité de le faire, parce que moi, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, très souvent, on a la tête dans le guidon, la tête dans l'opérationnel. La capacité de prise de recul, elle arrive avec le temps. Et moi, je me considère comme une jeune entrepreneur encore aujourd'hui, dans l'expérience. Et je vois bien que de temps en temps, la prise de recul, elle est difficile. Et du coup, je me fais constamment aider par un coach qui a pas la tête dans mon business en fait et qui a aucun lien émotionnel avec ce que je suis en train de produire et qui du coup va me dire non mais attends là est-ce que t'es certaine que c'est la priorité ? Point d'interrogation. Voilà Élise, pour répondre à ta question sur la patience, grand sujet. D'ailleurs ça m'intéresse de savoir comment toi tu gères ta patience et comment vous gérez votre patience. Est-ce que vous avez des tips? Et bien sûr, je n'ai pas parlé, Élise, par exemple, de tout ce qui te permet de travailler sur ta patience et sur l'instant présent. Tu vois, par exemple, moi, je fais des séances de yoga, 1 à 2 par semaine, et ça cultive beaucoup ma patience, parce qu'en fait, systématiquement, le yoga m'oblige à me poser pendant 1h30 par semaine, voire 2 fois 1h30, donc 3 heures par semaine, et en fait, je pose mon cerveau et je me concentre sur l'instant présent. C'est-à-dire, là, ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est excellent et je vois pas pourquoi je devrais aller plus vite, tu vois ? Voilà, donc ça aussi, ça vient cultiver la patience et d'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement que toutes les pratiques de méditation permettent de cultiver la patience, l'abondance, le bien-être, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Hein. Je suis pas une yogi 100% et je suis loin d'être Bouddha, mais vraiment, ça m'aide beaucoup. Voilà. Alors, 4e question pour terminer cet épisode podcast, c'est Corinne qui me dit « Je ne me sens pas légitime de vendre un accompagnement alors que je démarre ». Donc Corinne vend un accompagnement pour accompagner les personnes à moins consommer du sucre, en fait, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont addictes au sucre. Moi, j'adore manger des carreaux de chocolat tout le temps. En plus, je suis très mauvaise là-dedans, puisque je grignote tout le temps entre les repas. Donc bravo, mémé. Mais en tout cas, pour répondre à Corinne, la légitimité, en fait, elle s'acquiert avec le temps. Et en gros, ce qui se passe dans notre cerveau, c'est qu'on a tendance à regarder les personnes qui sont en réussite en fait, systématiquement, c'est des personnes qui ont 10 ans d'expérience dans les pattes et on se dit, mais je ne suis pas légitime pour vendre un tel accompagnement, un tel programme avec du coaching individuel, de la formation, de l'accompagnement de groupe, des événements présentiels. Je ne me sens pas légitime. Mais en fait, Corinne, et puis pour toutes les personnes qui nous écoutent, tu ne vendras jamais ce type d'accompagnement au démarrage. En fait, l'idée, c'est de step by step, de poser un premier orteil dans l'accompagnement qui est visiblement ta passion. Donc, c'est de se dire, ok, est-ce que je peux trouver un bêta-test, lui proposer un prix de démarrage, un montant de démarrage d'accompagnement qui ne sera pas peut-être ce que vend le meilleur des coachs actuellement, puisque le meilleur des coachs à, je ne sais pas, une dizaine d'années dans les pattes, peut-être 3000 heures de coaching dans les pattes, ce qui justifie et son prix et sa démarche et sa légitimité. Aujourd'hui, quand on démarre quelque chose, eh bien, le mot est juste, il faut démarrer. En fait, il faut
faire cette première étape qui nous permet d'aller chercher les premiers résultats. Donc moi j'aime bien utiliser cette astuce de bêta-test parce que en fait quand tu parles de bêta-test et que tu vends du bêta-test, les gens savent que c'est un bêta-test. Donc ça veut dire que ce ne sera pas parfait. Et du coup, tu avances en toute sécurité, enfin en tout cas tu te sens en toute sérénité, voilà c'est ça le mot que je voulais dire, tu avances avec sérénité parce que tu sais que ce que tu produis n'est pas parfait et tes clients le savent et ont payé pour ça, tu vois, ils ont payé un prix qui n'est pas le prix fort parce qu'ils savent que ce n'est pas parfait et parce qu'ils savent que tu te lances dans cette activité, tu vois. Voilà, moi par exemple aujourd'hui, je te fais un parallèle avec le podcast. Aujourd'hui, moi je rêverais d'avoir un studio podcast, d'interviewer des personnes en présentiel, de pouvoir en extraire des shorts vidéos, de les produire sur YouTube, de les produire sur Insta, etc. Sauf que la réalité, la réalité du terrain, c'est que pour pouvoir faire ce type de choses, tu vois, j'ai demandé 2 devis. Il y a un premier professionnel, un podcasteur, du moins un studio de tournage qui m'a dit c'est 550 € hors taxe l'interview, la seule interview. Et j'ai demandé à un autre professionnel qui m'a dit c'est 600 hors taxe l'interview. Et je me suis dit waouh, mais en fait aujourd'hui, en tout cas à date, en 2025, août 2025, je n'ai pas les capacités financières pour pouvoir développer ce projet, donc je vais démarrer plus cool. Donc j'ai un iPhone, le dictaphone, j'ai un micro que m'a prêté un pote et je démarre comme ça et c'est pas parfait et j'ai un décor avec des cartons derrière parce que je viens de déménager et c'est ok. J'ai pas une affiche lumineuse qui décrit le nom de mon podcast et j'ai pas 10 000 personnes sur ma newsletter pour avertir les gens que j'ai sorti un nouveau podcast. Non, j'ai pas tout ça, mais en tout cas je m'autorise quand même à démarrer, je m'autorise à faire des boulettes, je m'autorise à pas avoir une voix parfaite, à bégayer dans mes podcasts et c'est ok. Et tu vois, pourquoi c'est ok? Parce que les gens qui me suivent le savent en fait, tu vois, je le dis et si les gens me posent des questions, je le dis aussi, voilà. Donc la légitimité, elle s'acquiert que avec l'expérience et l'expérience ne s'acquiert pas en ne faisant rien, elle s'acquiert en testant, retestant et retestant encore et toujours, comme une personne qui voudrait faire un trail de je sais pas, un 42 km ou même un 25 km ou même un 10 km. Je veux dire, tu vas pas le courir comme ça du jour au lendemain. Il va falloir t'entraîner, commencer à lasser tes chaussures, aller faire 1 ou 2 km, cracher tes poumons, revenir, te reposer 3 jours, reprendre, tu vois. Aujourd'hui, tout ne s'acquiert pas rapidement, ça demande de l'expérimentation, ça demande des actions avant de pouvoir te sentir légitime de faire quelque chose, tu vois. Voilà pour ta question Corinne, j'espère que ça y répond. Et j'en ai terminé pour cet épisode podcast qui est un petit peu spécial puisque j'ai pas l'habitude de répondre comme ça aux questions. Enfin, je le fais beaucoup sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais j'avais pas l'habitude de le faire en podcast. Donc dites-moi si vous avez aimé et surtout venez me poser vos questions directement sur Instagram ou en commentaire. Et dites-moi si vous avez aimé. Laissez un commentaire en dessous de ce podcast ou de cette vidéo si vous l'écoutez sur YouTube. En tout cas, merci pour votre écoute et dites-moi si vous aussi vous souhaitez upgrader votre business cette année et je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Ciao ciao.